Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui avec Olivier Madiba. Merci déjà pour l'honneur de nous retrouver en ce moment. Si par hasard quelqu'un nous écoute, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Alors aujourd'hui, je vais vous partager un peu ce que c'est que Kiro Games, légèrement notre histoire, notre parcours pour que ça inspire ceux qui en ont un. Mais je vais surtout vous parler aussi d'un projet très ambitieux qu'on a qui va changer la mentalité, on va dire, de tout le monde en nous faisant en plus rire. Donc c'est la première simulation de notre vie sociale, familiale et on va dire de leadership africain. Merci Olivier. Mais ceux qui ne te connaissent pas donc, qui es-tu? Alors, je suis un Camerounais, avant je disais jeune, mais j'ai presque 40 ans. Je suis un Camerounais de 39 ans aujourd'hui. Donc, je crois que j'ai franchi la moitié de ma vie là, petit plaît à Dieu, parce qu'on ne sait jamais. Et je dirais qu'en fait, je suis marié, père de deux magnifiques enfants, garçon, fille. Je suis le fondateur de Kiro Games. J'ai un bac C que j'ai eu à Douala. J'ai eu une licence que j'ai eue à l'université de Yaoundé, donc je suis un peu produit camerounais. Mais on a ouvert le premier studio de jeux vidéo professionnellement en 2013, on va dire. Et depuis 10 ans, nous sommes donc aujourd'hui parmi les pionniers les plus respectés. Nous sommes sortis sur Xbox. Nous avons des jeux mobiles, des bandes dessinées, des jeux PC. Mais il faut savoir qu'en fait, ce projet, je l'ai commencé depuis 2003. Donc moi, ça fait 20 ans. Et c'est aussi une expérience unique parce que je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans. J'en ai 39 aujourd'hui. Donc j'ai 20 ans d'expérience assez unique finalement de terrain dans un environnement difficile qu'est le Cameroun, sans chèque en blanc parce que je n'ai pas la chance d'être héritier de quelqu'un qui m'a donné un capital traçable. Tout le monde peut voir mon parcours sur Internet. On est assez documenté. On documente assez ce qu'on fait. Donc voilà. Ok, super Olivier, merci beaucoup. Donc, tu as commencé Kiro Game en 2003, tu as dit, et tu avais 19 ans. Mais c'est incroyable, comment on fait pour créer une compagnie à 19 ans et se positionner comme ça pour faire ce genre de choses, en fait. Bon, déjà, ça s'appelait même pas Kiro Games quand j'avais 19 ans. J'étais juste dans ma chambre d'étudiant, je faisais le jeu Orion, les premières versions. Donc oui, c'est-à-dire c'était pas aussi business qu'aujourd'hui, hein. C'était vraiment un jeune étudiant qui liait sur Internet, dans les cyber, il télécharge les cours, les logiciels, et il fait son petit jeu amateur en fait. Oui. Est-ce que ça a commencé dans le garage, comme on entend souvent le rêve américain, qu'ils ont commencé tous dans le garage, tout ça? Bon, moi, je vais dire la chambre d'étudiant parce qu'il n'y a pas de garage en Afrique. Nous, c'était la chambre d'étudiant. Donc, alors, c'était chambre d'étudiant et peut-être pas garage, mais le salon d'un ami parce que je sais que quand je rencontre les premiers cofondateurs, je vais passer le week-end chez eux et on travaille dans leur grenier, en fait. C'est-à-dire, on était dans le grenier Ah, familial et on travaillait dessus. Donc, oui, on va dire que c'était ça. Mais la version professionnelle, donc ça, c'est en 2003, mais la version pro, donc l'ouverture du studio, c'est 2013. d'accord. Et donc, quelle est la mission avec Hero Game, l'éditeur de jeux Hero Game? Quelle est votre mission? Divertir et inspirer. C'est-à-dire que notre studio aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire on veut que vous jouiez, vous amusez, vous évadez, mais on veut aussi surtout que pour votre vraie vie, nos jeux vous apportent quelque chose. Quand vous lisez Orion, Orion, c'est un monde d'African fantasy avec des combats. Vraiment, si vous êtes fan des Dragon Ball, des Naruto, vous allez beaucoup aimer. Mais l'histoire parle surtout du défi quand vous êtes quelqu'un d'altruiste, de comment est-ce que vous restez altruiste dans un monde où les gens sont cyniques et égoïstes. Voilà, et c'est la quête des héros qui sont là derrière, c'est-à-dire l'héritage des Coriodanes, c'est comment vous arrivez. Et c'est une quête aujourd'hui que je crois que tout Africain a. Parce qu'au fond de nous, on a cet appel au bien commun, à la communauté, mais la pression capitaliste, la pression des égoïsmes font que ça devient difficile de rester intègre. Donc c'est vraiment une histoire pour ceux qui se battent pour rester intègre dans un monde qui leur dit tout le temps que ça ne vaut pas la peine. Et il y a aussi cet autre jeu, le Mboa, qui, quelque part, va un peu dans le même sens. Donc, voilà notre mission aujourd'hui. Ça, c'est d'un point de vue d'impact. Maintenant, d'un point de vue d'affaires, parce que c'est un business, honnêtement, il y a 2,8 milliards de dollars qui se font en Afrique chaque jour dans le jeu vidéo. Nous, on va avoir 15% de ce marché-là pour pouvoir générer 100 millions de profits par an et justement être parmi les capitaines d'industrie culturelle qui vont réinvestir cet argent
pour créer une grosse chaîne de valeur, de tourisme, de culture, qui pourra même, pourquoi pas, générer 10 millions d'emplois. Donc ça, c'est la master vision du studio. Wow. OK. Là, tu as posté récemment 1,8 milliard de dollars, soit 1000 milliards de dollars en jeux vidéo en 2023 et ça va augmenter jusqu'à 2,3 milliards d'ici 2028. 3,8 milliards de dollars. Et tu dis que tu as un plan d'action précis, surtout pour les jeunes de 25 à 40 ans. Est-ce que tu peux nous exposer ce plan-là, justement, pour ceux qui ne savent pas à peu près à quoi consiste la vision que vous avez? D'accord. Alors, je vais exposer en 5 minutes très rapidement, si tu peux partager l'écran. Ok, donc je vais y aller vraiment speed. Alors, en fait, effectivement, aujourd'hui, voilà, nous avons un jeu qui est là, ça s'appelle les responsables MBOA, Elite Softball en anglais. C'est le jeu qui va faire 170 millions d'Africains toutes les 5 minutes et en les faisant jouer ensemble. Donc, comme j'ai dit, Hero Games, c'est Orion que tout le monde connaît. On est sur presque toutes les plateformes et les premiers à arriver sur Xbox. On a un gros réseau de personnes qui investissent et qui nous conseillent aussi autour. On est dans un accélérateur Xbox et dans un accélérateur pour les jeux mobiles. Donc, on a vraiment, on va dire, l'équipe et l'infra-équipe autour de nous. Maintenant, on a vu une grosse opportunité sur le jeu vidéo africain. Comme tu disais, c'est 1,8 milliard dépensé aujourd'hui pour presque 3 milliards en 2028, mais 2,6 en 2027. Et vous avez les jeunes adultes qui font le plus de revenus, mais qui n'y a aucun jeu pour eux en Afrique subsaharienne. Donc, si on regarde aujourd'hui les 160 millions de jeunes adultes connectés, éduqués en Afrique et les 8 millions de la diaspora, de quoi est-ce qu'on parle? On a deux trucs qui nous occupent l'esprit, c'est on discute de pourquoi l'Afrique est pauvre alors que nos élites ont l'air de vivre leur meilleure vie et n'ont pas l'air de bien gérer. Et pourquoi est-ce que nous n'arrivons plus à atteindre nos objectifs de tradition, de famille, alors qu'avec la vie moderne d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment nos deux grandes questions. Si tu es un jeune adulte africain, chaque jour, tu as ce débat sous une forme ou une autre. Donc, on fait un jeu dans lequel on va simuler les réponses pour qu'on voie où on vit notre vie privée. Vous travaillez et vous construisez, mais vous vivez aussi notre vie privée avec la vie de famille, la vie de couple, les parentèles qui vous attaquent sur les réseaux sociaux. Ou si vous êtes une femme, vous avez les pressions de la famille africaine qui souvent veut juste savoir si ton mariage va bien et ne gère pas ta carrière. Ou à un moment, peut-être tu es une femme et tu gagnes plus d'argent que ton bantou de fiancé. Donc, comment tu gères son ego, etc. Ce qui sont des problèmes finalement que nous vivons en tant que génération, mais on les rend drôles, mais ça nous montre nos réalités. Maintenant, il y a une partie où, en tant que joueur, vu qu'on est tous des hauts cadres, donc scénaristiquement, on est tous des hauts cadres du gouvernement, on va gouverner ensemble dans des villes. On sera 50 par ville avec nos amis. Et quand on vous envoie, par exemple, un projet sur l'électricité, si vous décidez de tous voler l'argent, vous avez les délestages ensemble, ou bien vous travaillez bien, vous avez l'électricité pas chère. Et ça, les amis, c'est un truc qui va faire que quand les gens vont mal gérer leur ville, ils vont avoir des villes qui sont pourries et ceux qui gèrent bien vont avoir des villes bien. Et c'est là où le dialogue du leadership s'installe. Parce que c'est là où, par l'éducation, les gens vont comprendre que, gars, je viens de comprendre pourquoi quand je vole l'argent des hôpitaux, après, je n'arrive plus à me soigner dans ma ville, alors que les gars qui font bien leur travail, eux, tout va bien chez eux. Et ça nous crée plus de gens responsables dans la ville que de gens irresponsables, dans la vraie vie, pardon. Donc, on a fait une démo on avait fait la pub pour 5 000 joueurs, on en a eu 60 000. Vous pouvez la jouer sur Play Store ou sur iOS aujourd'hui. Vous tapez responsable MBOA. Elle a de très, très bons chiffres. Les gens adorent le jeu. Il nous faut 20 mois pour finir le jeu, 16 mois pour le rentabiliser. En termes de rentabilité, le jeu peut rapporter 450 000 dollars par mois avec 200 000 joueurs en Afrique, et dont 195 000 en Afrique et 5 000 à la diaspora, avec seulement 2% qui vont payer 1000 francs en Afrique et le reste paye 10 dollars hors d'Afrique, les autres regardent la pub. Voilà, donc ça rapporte ça. En 36 mois, on va rapporter 5 millions de dollars de profit et nous levons 1 million de dollars aujourd'hui par ouverture de capital ou subvention si vous avez des ONG, des fondations qui peuvent venir. Bon, pour les ONG, il y a un business model qu'on pourra échanger après. Mais nous, aujourd'hui, on veut lever 250 000 dollars déjà pour pousser le prototype au niveau des multijoueurs et faire une campagne de précommande auprès de la diaspora où on veut avoir 10 000 gens de la diaspora qui donneront 20 dollars pour précommander leur place de VIP dans cet univers-là, par exemple, diaspora ou au cadre du pays, hein, évidemment.
et on va faire de la pub sur notre jeu Xbox. Vous pouvez devenir actionnaire aujourd'hui à partir de 1000 $ pour être un actionnaire, on va dire, simple, ou vous pouvez investir 50 000 $ et être un actionnaire majoritaire, ce qui vous donne d'autres avantages. Maintenant, voici le plan en fait en tant que boîte, c'est-à-dire qu'on a pris du temps pour créer l'expertise, la technologie, faire les tests marché. On a rapporté aujourd'hui à jour plus de 320 000 $ en tant que boîte, ce qui est mieux que WhatsApp, qui n'a toujours pas fait de chiffre d'affaires. Et maintenant, nous, on veut avec ce jeu avoir 1 million de membres dans notre communauté en Afrique, ce qui va nous faire gagner 3 millions de dollars par an. Mais en tant que studio, voilà, on veut monter plus tard avec d'autres jeux, de ce jeu-là et d'autres jeux, à 60 millions de membres de notre communauté en Afrique, ce qui nous fait gagner plus de 100 millions de dollars par an. Donc, si vous voulez investir aujourd'hui, vous pouvez prendre des actions qui ont des options de rentabilité. Donc, sur ce jeu-ci, vu qu'on fait 5 millions de dollars de profit, on veut dédier 2 millions aux dividendes d'actionnaires, ce qui fait déjà que c'est pour ceux qui entrent maintenant, parce que ceux qui viendront après n'auront pas autant d'ouverture. Et ensuite, quand on va continuer de scale, on pourra racheter vos actions à 5 fois leur prix nous-mêmes, ou quand des gens comme les Nintendo et autres voudront nous racheter, vous aurez des possibilités. Donc voilà, j'ai été un peu speed, mais c'était un peu pour montrer, j'espère que j'ai été assez clair, c'était un peu pour montrer le projet en fait, j'espère que il est clair. Donc en gros, Waouh, voilà waouh. aujourd'hui tout le concentré de l'opportunité que Kiro représente. Waouh, bravo d'abord pour tous les efforts et tout ce que vous faites, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment énorme de voir la vision et l'impact que ça pourra avoir et de voir qu'en fait, c'est d'inspirer par le divertissement, la prise de conscience par le divertissement. C'est vraiment exceptionnel. Et j'ai envie de dire, ce jeu, le responsable bois, effectivement, je suis dans la tranche concernée de ceux qui n'ont pas de jeu pour se divertir. Je jouais beaucoup quand j'étais jeune, mais après, quand on grandit, on ne trouve plus de jeux qui nous correspondent. Après, on se dit, bon, je joue plus, c'est bon. J'ai vu ma vie, mais sauf qu'on est devenu aussi stressé. Et effectivement, ce jeu, quand il est sorti la première fois, c'est ma soeur qui m'a poussé à le tester sur le Ah téléphone. voilà, Je ne voulais pas tester. Elle m'a forcé, forcé, forcé. Non, tu vas l'adorer, tu vas l'adorer. Effectivement, j'ai joué. Et je vous assure que toute la journée, j'ai passé mon temps à jouer, 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 jouer. Après, quand c'est voilà. fini, j'ai dit, mais il est Donc, où? Il est tu où? La sais, suite? tu as vu le Mboa, donc tu comprends. Et là, tu vois, tu as vécu une semaine dans le Mboa toute seule. Maintenant, imagine alors, nous, on veut pousser ça avec le fait que tu as ta vie et il y aura le mode femme, parce que là, tu as joué en tant qu'homme. C'est ça. Donc, tu auras le C'est mode ça. vie d'une femme, avec en plus maintenant le fait de ce que ta sœur fait de son côté, t'influence. Vous ne vous verrez peut-être pas, mais c'est un peu comme Monopoly Go, c'est-à-dire ce que tu fais a un impact sur ce qu'elle vivra quand elle se reconnecte au jeu. On lui dit, Laurie a Ah, bloqué ou bien elle a aidé ton dossier. Elle a dit que mince, toi tu bloques mes dossiers, attends, je vais bloquer pour toi aussi. Et vous décidez peut-être de bien gérer le pays ensemble. Et peut-être vous avez trois cousins qui disent que mon frère, nous on est là pour détourner. Donc c'est vraiment une dynamique de leadership. Et c'est là où oui. toi tu vas te dire que bon, comme j'ai mes cousins là, qui eux, ils veulent peut-être jouer seulement pour détourner, et que moi je veux que ma ville soit bien. Là, toi, tu te dis, OK, je vais entrer au sérail de ma ville, donc je paye 10 000 par mois. Surtout que les places sont limitées, donc ce n'est pas pour tout le monde. Et là, en tant que membre du Sérail, tu as plus d'outils d'influence pour obliger les gens à faire ce que tu leur as dit de faire. Du genre, bon, on a reçu un projet électrique, si quelqu'un ne veut pas m'énerver, gérez ça bien. Parce que moi, comme je suis au Sérail, j'ai telle possibilité de vous faire chier dans vos partis. Et c'est vraiment la dynamique finalement de la gouvernance ensemble qu'on va faire vivre aux gens, qui montre comment toute cette petite dynamique de groupe, des petites ententes, de bon, laisse passer ce dossier, je vais te laisser sur tel autre, et tout, et tout, et tout, que nos frères qui dirigent l'Afrique finalement vivent. Parce que Oui, quand, quand tu es dans le système avec les bonnes intentions, tu as souvent tellement de pression que tu n'arrives pas à oui, changer les choses. Et le but oui. du jeu, c'est de nous enseigner comment y arriver malgré tout. C'est ça. Waouh, magnifique. Comment y arriver malgré les challenges et les difficultés qu'on rencontre? Notre parcours à nous, parce que nous, si tu remarques bien, tu vois, qu'on fait du lobbying gouvernemental à Kiro, c'est-à-dire les Oui, ministres nous aiment bien, je suis connu pour être un oui, opposant au oui, système. oui, Dis-moi. oui. Alors après, mon parti politique, c'est le Cameroun, comme je dis toujours. C'est-à-dire, moi, s'ils font bien, je les applaudis. Quand ils font mal, je leur dis aussi. Mais tu Oui, vois, comment est-ce qu'on arrive à naviguer dans ces eaux-là sans se corrompre nous-mêmes et tout en restant intègre, mais en comprenant finalement les pressions de chaque personne. Et c'est ça que ça nous donne, on a un profil unique qu'on a créé finalement, qu'on veut rescaler dans nos œuvres. waouh.
C'est magnifique parce que tu parles de ta passion, de ton amour pour le jeu, tu transformes en passion, tu transformes en travail. Et là, tu as l'impact dans la communauté. Ça veut dire que tout part de ton amour, en fait. Est-ce que tu travailles réellement? Tu prends plus plaisir à faire ça que Ah non, c'est c'est dur. pas une corvée. Si, il y a des parties qui sont très. Ça reste un travail, c'est-à-dire il y a des parties pénibles, mais c'est vrai que comme j'aime ce que je fais, je suis content de venir au bureau chaque matin. J'ai une équipe de gens avec qui j'aime travailler. Kiro, c'est une boîte où tu peux laisser ton porte-monnaie quelque part, tu le retrouves. On en parle même dans OK. disant que ça, c'est quelque chose de précieux qu'on a bâti. Donc vraiment, c'est une bonne ambiance, c'est des gens. On a nos problèmes, hein, c'est-à-dire Ouais. souvent, voilà, on se prend la tête, mais c'est toujours orienté à je veux que tel bosse mieux et je suis très exigeant, donc c'est pas évident. Pour souvent tout le monde de bosser avec moi. Le service que je veux me demande de bosser énormément parce qu'il faut beaucoup compenser le fait que comme il n'y a pas de formation pour ce qu'on fait, donc quand tu prends les OK. gens, tu dois être beaucoup en train de les former, tu dois et ça c'est épuisant. Ouais. Est-ce que ça fait partie des challenges que vous rencontrez au quotidien, justement, la human workforce, les ressources humaines? Oui. Oui, mais le défi n'est pas technique parce que la technique, tout le monde l'apprend. Le gros défi, c'est la mentalité, effectivement. Et il y a une vidéo célèbre qui circule, donc c'est Eto'o, qui est dans le Mhm. vestiaire des Lions et qui dit à l'équipe, personne n'entre dans un terrain en Coupe du Monde sans vouloir gagner la coupe. Et si tu regardes dans la pièce, les joueurs le regardent avec un regard un peu, ouais, si tu le dis, mais moi. Et ce qu'il essaie de leur dire, c'est le mindset local, parce que si ça fait 400 ans qu'on a une race qui est très éduquée à survivre. Ouais. C'est-à-dire, même Ouais. quand tu vois notre histoire à l'école, en tant que noir, on t'apprend qu'on t'a battu, t'a esclavagisé. En fait, notre histoire nous parle beaucoup de n'essaie rien, survie, trouve ton petit couloir et ne cherche pas les problèmes. Pourtant, quand tu es un jeune Américain, un jeune Européen, ton histoire, c'est tu es allé, tu as vu l'impossible au bout de la mer, tu es allé de l'autre côté et tu as battu les autres qui étaient chez eux. Donc, c'est pas le même mindset. Donc, quand du coup, toi, tu te retrouves en train de travailler des jeunes Africains, tu as énormément de travail parce qu'on est fort mentalement pour. Si on était des boxeurs en Afrique, on est des gens qui sont comme ça sur un ring. Donc, pour nous faire tomber, c'est dur. Très fort pour subir et sans se casser. Mais on n'a pas appris à donner des coups. Donc, on n'a pas appris à conquérir, à Ah, vouloir. Quand tu arrives dans un environnement comme Kiro, dans lequel maintenant il faut bâtir, il ne faut pas juste ouais. subir en Ouais. silence, Ouais. c'est extrêmement dur mentalement pour les gens. C'est ce Ouais. niveau d'exigence, d'excellence continue. Ouais. Ça, c'est mon Ouais. plus gros challenge que j'ai relevé. Je dirais que j'ai réussi en grande partie, mais j'ai trouvé la formule. Maintenant, il faut la. Ça m'a pris 10 ans pour trouver la bonne formule. Justement, j'aimerais bien savoir c'est quoi la formule parce que nous qui sommes aussi entrepreneurs, vous voulez bien comprendre comment on va Bon, sortir je vais avec les faire des ressources humaines. masterclass dessus parce que tout le monde me le demande. Je vais faire des masterclass dessus, mais je vais commencer à quand même distiller des trucs. En fait, il y a des choses, il y a des choses qu'aucun livre de management occidental ne va te dire sur l'Afrique. Ce que je viens par exemple d'expliquer. Ça veut dire, tous les livres sont écrits pour des environnements où finalement les gens sont éduqués à se réaliser eux-mêmes, mais où les gens ne sont pas brisés dans l'enfance comme c'est le cas ici. C'est-à-dire ici, tu auras 99% de ton personnel qui a été battu enfant. Et comme on disait, sur nos bastonnades d'Africains, sur 10 bastonnades que tu as eu, 8 étaient injustes, hein. C'est-à-dire, il y a 8 fois on t'a tapé. Mhm. C'est vraiment pas nécessaire. Et ce qui s'est installé chez nous, c'est la peur de donner ton avis, la peur de. Donc, tu vois, ou pire, une Oui. extrême rébellion. Donc, comment tu gères ça? Il faut créer une culture d'entreprise dans laquelle tu remets les gens en confiance. Déjà, une chose, c'est que soit tu as des gens qu'on a brimés qui viennent et qui auront du mal à s'exprimer, c'est les deux profils que tu vas avoir. Soit tu as des gens qui ont peur de s'exprimer tout le temps, qui n'ont pas confiance en eux, ce qui est un travail. Soit tu as des gens qui ont, pour survivre, en gardant leur confiance en eux, ont appris à résister à tout. C'est-à-dire, justement, pour suivre d'un environnement où tout le monde est brimé, ils sont tout le temps en rébellion. Du coup, quand tu les amènes dans en équipe, ils sont tout le temps d'abord en train de se battre. Et ça, tu dois à nouveau les apaiser. Et tu le fais en créant une culture d'entreprise. Moi, j'ai essayé différentes techniques qui ont beaucoup échoué. J'ai essayé de dire aux gens que oui, voilà, venez bosser, quand on va faire un jeu, il va marcher. Et on va briser, on appelle ça la culture de la terre promise. Le problème, c'est que quand tu sors un jeu, vous n'êtes pas milliardaire et les gens sont épuisés. Un peu comme C'est si les ça. Juifs qui étaient sortis d'Égypte et qui étaient fatigués par l'esclavage, Oui. étaient Oui. arrivés à la terre promise et ils avaient trouvé encore qu'il fallait conquérir. Les gens, ils avaient dit non, vraiment, Seigneur, moi, on a fouetté tout.
C'est pour ça qu'en fait, Dieu a dit que la génération, vous n'entrez pas là-bas parce que vous êtes fatigué, en fait. Mm. J'ai essayé ça ne marche pas. Ensuite, je me suis dit, bon, on va donc créer un truc de Infinite War. Genre, si tu arrives, on te dit que c'est le Valhalla. Le Valhalla, c'est le paradis des Vikings. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on te dit que c'est la guerre infinie. Nous, on est toujours en combat. Ça a fait qu'effectivement, les gens se relevaient beaucoup plus vite des succès et des échecs. Mais tu ne peux pas être en guerre toute ta vie. Donc, c'était des burn-out tout le temps. Troisième erreur, je me suis dit, bon, on va faire alors la Shambhala, c'est-à-dire on va faire une entreprise dans laquelle le bien-être de l'employé au centre, on veut que tout le monde soit de bonne humeur. Mais c'était devenu un endroit où tout le monde apportait ses traumatismes. Tu ne pouvais plus demander, quelqu'un fait son boulot sans qu'il te dise qu'il s'est disputé avec sa mère, veille, donc du coup il n'est pas d'humeur. Ça ne marche pas non plus. Ce qui marche, que j'ai trouvé, c'est il faut que l'équipe se voie comme un orchestre. C'est-à-dire un orchestre n'a pas un concert, que dès que tu as fait un concert, là, il n'y a pas un concert l'année d'après. Tu vois, ça m'a pris 10 ans pour le dire ça. Comme ça, c'était des nuits blanches. Donc, dans un orchestre, les gens comprennent que, gars, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un jeu, un produit comme un concert. On s'entraîne, on fait tout pour ça, mais dès que ça finit, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on passe au suivant. Première chose. Deuxième chose, dans un concert, dans un orchestre, vous êtes tous synchrodépendants. C'est-à-dire que tu peux avoir 10 et que 9 jouent bien leur musique, un seul gars de tout. Ce qui est une grosse réalité des entreprises comme les nôtres. Tu peux tout bien faire, le gars a tout bien dessiné, mais le gars, par exemple, qui fait le menu, vous gâte le jeu et au lieu d'avoir 9 sur 10, on vous donne 7 sur 10 ou 6 sur 10. Voilà. Et la musique, en fait, les Africains la comprennent mieux parce que quand tu leur parles de guerre et de conquête, c'est pas trop notre ADN. Mais quand tu nous parles de musique, on comprend beaucoup mieux parce que pour jouer, il faut être inspiré, discipliné, organisé. Donc, ça demande finalement tous les attributs d'un truc professionnel avec l'aspect créatif en plus. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on se voit comme un orchestre et autres. Il y a une façon de recruter. Donc, ça, vraiment, c'est des masterclass que je vais faire bientôt et tu pourras aider ta communauté à peut-être nous rejoindre. Parce que j'ai énormément de choses comme ça que je dois expliquer aux gens. Ça vous épargne les mêmes 10 ans que j'ai tapé. Merci. Merci déjà pour le partage. Je trouve que c'est très inspirant de comprendre qu'en fait, c'est un orchestre parce que on ne sait effectivement pas à quel sens jouer quand on a les ressources humaines sur son aile. On ne sait pas comment faire avec les Africains. C'est vraiment un problème et de savoir qu'il faut tester l'orchestre et de distiller ça comme ça, cette forme, il y a une façon de recruter, c'est-à-dire autre chose comme ça que je dis, c'est le profil que tu recherches pour bosser en Afrique, c'est ce qu'on appelle des altruistes hyperactifs. Après avoir tout essayé, c'est le profil qui en vaut la peine. Tu veux des gens altruistes d'abord, parce que seuls les gens altruistes, dans un environnement comme le nôtre, où il y a les mauvaises mentalités et autres, c'est des gens qui pensent au-delà d'eux-mêmes. Les gens égoïstes ou égoïstes évitent. Individualistes, bon, ça peut aller, mais ils ne vont pas faire longtemps chez toi. Et tu ne peux pas toujours tout ramener à leur expliquer leur intérêt dedans. Les égoïstes, vraiment, il faut que tu les évites. Individualistes, tolèrent, mais ce n'est pas ton premier choix. Altruiste, oui. Ensuite, hyperactif, parce que quand tu as des gens hyperactifs, voilà, tu as des gens qui, même s'ils viennent avec une technique petite, c'est lui qui va utiliser sa pause pour progresser plus vite, il va aller plus loin. Parce que si tu prends quelqu'un qui est moyen et qui... Mais vraiment, c'est vraiment des petites perles comme ça et je sais comment on les recrute. Ça m'a pris 10 ans. J'aime tout dire ça. C'est 10 ans d'échecs, de tentatives. Là, c'est bon. Quand quelqu'un sort de là, j'ai peu de gens en entretien, mais j'ai de la qualité. Oui. Et justement, tu parlais sur un des tweets sur X, tu parlais des raisons pour lesquelles on demande souvent 5 ans d'expérience dans les recrutements. C'était pour tamiser les adolescents professionnels. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là? Oui, alors l'adolescent professionnel, c'est quoi? Quand quelqu'un vient d'arriver en entreprise, il est d'abord comme un enfant, donc il veut plaire au boss, surtout quand c'est ses premières expériences professionnelles. Donc il arrive, il est impressionné, il vous voit comme les parents, c'est-à-dire il vient comme un enfant. Les préados veulent épater les parents. C'est-à-dire, oh papa, regarde ce que j'ai fait, maman, regarde ce que j'ai fait. Le préado professionnel débarque, il n'est pas techniquement prêt, mais il a de l'envie. Et le problème, c'est qu'il vous idéalise. Il se dit vraiment, le patron sait tout, peut tout, voit tout. Ensuite, il devient un ado. Et les ados, c'est compliqué parce qu'en fait, l'ado comprend que vous êtes un humain. Donc l'ado a ce truc comme quoi il vous challenge parce qu'il comprend que finalement, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes qu'un humain comme lui qui aussi fait des erreurs, ne sait pas tout. Et les ados aussi sont ceux qui ont compris un truc que vous n'avez jamais compris. Tu vois, on est tous passés par là. Donc là, maintenant, ça devient de oh, je veux faire ce que moi je veux, on m'empêche de faire. Mais l'ado a un souci, c'est que souvent, il a même les bonnes idées.
mais il n'a pas la compréhension de l'exécution et des conséquences. C'est-à-dire, c'est souvent, tu as même compris des choses que nous, les vieux, on n'a pas compris, soit, mais il a ce problème de... Il y a un truc que je dis souvent, c'est que la bonne solution n'est pas toujours la meilleure. Et les ados professionnels ne le comprennent pas. Tu vois, par exemple, là, j'ai par exemple une stagiaire qui a un cas d'étude, c'est-à-dire, elle est très motivée, elle est très vente au terrain. Et elle arrive, elle est tout feu, tout flamme, du genre, oui, je voudrais qu'on aille plus sur le terrain, je voudrais qu'ils revendent sur le terrain et tout. Et là, tu lui dis, bon, nous, on n'a pas de problème à aller sur le terrain, mais on a des enjeux où nous, on doit par exemple avoir 20 000 clients par mois. Comment tu obtiens 20 000 clients par mois si tu marches là en route à Yaoundé et que tu dois, tu vois, sans parler du fait que toi, tu te vois, toi, en train de parler parce que toi, tu es motivé, mais si tu commences à envoyer des bénévoles dehors, entre ceux qui vont aller s'asseoir au bar, ceux qui vont aller mal parler aux clients, ceux qui vont... Il y a toute cette partie exécution que les ados professionnels ne voient pas et où ils ont souvent l'impression que leur grand destin, si on leur donne leur chance, la Gen Z alors avec TikTok, c'est alors grave. Donc, ils ont ce truc de mon grand destin m'attend quelque part par la volonté de moi-même et c'est facile, c'est juste vous qui compliquez. Donc souvent, quand quelqu'un a fait 5 ans et qu'il a fait 3 boîtes où il a eu sa chance, il n'a pas réussi, il devient beaucoup plus mature. Donc quand toi tu l'absorbes, il comprend. Il y a une forme d'arrogance là qui est partie. C'est Et parti, oui. tu es un être apaisé. Donc, c'est pour ça que souvent aujourd'hui, les entrepreneurs ne veulent plus se taper les ados. Donc, on dit souvent qu'on veut 5 ans parce qu'on veut dire que tu t'es tapé ça ailleurs et tu viens chez moi. On parle maintenant professionnellement, en fait. Oui. Mais c'est difficile parce que justement, ceux qui sont plus matures, souvent, ils sont déjà ailleurs. Ils sont justement dans ces boîtes qui les fidélisent. Oui, Pour les jeunes compagnies, comment est-ce qu'on fait? en fait, c'est le dilemme actuel aujourd'hui parce qu'effectivement, tu finis de former les gens et après d'autres gens viennent les récupérer. C'est ça. Même si c'est pas au pays, tu as le Canada qui leur envoie tous ces Oui. emails maintenant. Moi, il y a une blague, c'est que moi, dès que quelqu'un a fait 3 ans à Kiro Games, je crois qu'il y a une agence de RH qui a déjà un timer là-bas. Tu mets Kiro Games sur ton profil LinkedIn au bout de 3 ans, il y a un gars au Canada qui t'écrit. Parce que moi, c'est là où je perds beaucoup de gens. Donc, aujourd'hui, je sais pas, je crois qu'en fait, on cherche tous la solution, les jeunes entreprises. Parce que tu n'as pas les moyens d'embaucher du senior. Donc, tu embauches du junior, mais au moment où tu le rends senior, il part. Donc, je dirais que qu'est-ce que moi, je pense comme piste de solution? Premièrement, il faudra hélas qu'en tant qu'entreprise, donc, tu te dises, bon, au lieu d'embaucher 4 seniors avec qui j'avais l'idéal de grandir, j'embauche un senior qui, effectivement, viendra comme un mercenaire. Et j'ai peut-être un junior en parallèle qui apprend et qui grandit plus vite avec lui. Ensuite, il faut que tu aies peut-être des deals pour dire, et là ça dépend parce que c'est les humains, parce que tu ne peux pas imposer ça légalement à quelqu'un, même si tu peux le faire éthiquement, ou tu demandes aux gens d'avoir vraiment beaucoup de transparence sur leur plan de carrière, du genre, bon, si tu as entamé une procédure pour être expatrié, 10 mois au moins, pour que, gars, je ne fasse pas des plans de 10 ans avec toi alors que toi tu es en train de penser à partir, parce que je sais que ça n'a pas un rapport avec moi, ça c'est le pays qui te décourage. Même si on te donne 1 million, tu ne veux plus avoir les pannes détestées dans ta vie. Donc voilà. Mais ça, c'est dur parce que les gens vont te dire oui, mais après, ils vont quand même le faire dans ton dos parce qu'ils ont peur de. Tu vois. Ça dépend à quel point tu as bâti une relation. Ils savent qu'ils peuvent te faire confiance pour ne pas les punir de vouloir partir non plus. Et, donc, il faudrait que toi, tu aies une astuce où tu te dis j'embauche les gens et il faut que tu arrives encore à plus vite automatiser ton cycle de formation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment. J'ai un ami au Nigeria qui lui a réussi ça. Ça lui a pris 5 ans par contre. Et lui, il n'a bossé que dessus. Genre, quand quelqu'un est dans sa boîte, comme il dit, il t'envoie d'un endroit, une forêt de training et d'épreuves, où il ne te regarde même pas, mais tu ressors de là après 2 mois, vous travaillez, et tu es déjà efficace. Tu vois, parce que ce qui est peut-être pénible, c'est l'accompagnement où toi, tu dois être là, tu ne peux pas refaire ça tout le temps. Il faut que tu établis un cycle là, qui oblige les gens et ceux qui n'y arrivent pas partent plus vite. Et tu as, voilà. Et où dans ta tête, tu te dis que les gens vont venir faire 1 an, 2 ans, parce que les profils jeunes ne sont pas loyaux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont plus Oh, l'idée de remplir leur CV, c'est comme ça, il faut l'absorber. Et les profils vieux sont loyaux, mais ont des exigences plus grandes, évidemment, plus oui. grandes. Oui. Mais c'est Je un suis, problème oui, que les PME africaines vont vivent même déjà, oui, même oui, mondial, hein, tout le monde a le même problème. oui. J'ai suivi une interview récemment de Steven Bartlett dans un podcast. Il parlait justement de ces problématiques des talents même les talents A et players qui s'en vont.
Et l'interview, l'invité à ce jour-là a demandé, elle proposait plutôt de donner soit des actions, soit rendre la personne impliquée dans la structure avec quelque forme de pouvoir dans la prise de décision. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec ça. Là, à Kiro, par exemple, on a un système d'action, mais c'est vrai qu'il n'est pas très clair parce que nous, on doit l'établir. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je n'ai pas encore trouvé la formule tropicale pour ce qu'ils disent, mais je sais que ça peut être une piste, que les gens se sentent plus investis du bien de la boîte par rapport au fait qu'ils aient des actions dedans. Mais encore une fois, il faut toujours pas oublier que les actions aux États-Unis, tout jeune Américain sait ce que c'est. Il comprend parce que déjà, eux, ils n'ont pas la CNPS. Donc, pour eux, les actions sont même généralement leur truc de retraite. Donc, ils Oui, comprennent ça. Quand tu es au Cameroun et que c'est en fait même dans ta boîte que quelqu'un comprend que les actions existent, tu vois, donc, dans sa tête, c'est pas très clair tout ça. Donc, quand tu vas venir me faire ça, il va même pas comprendre. Parce qu'il va me te dire que oui, mais comme je ne peux pas vendre ça là, maintenant, ça ne sert à rien. Tu vois. Et ça, c'est même pas seulement au niveau des employés, c'est que même des cofondateurs n'ont pas seulement conscience de la valeur de ce qu'ils ont, parce que c'est pas un mindset de... Un Américain comprend que, gars, j'ai oui. 10% d'une boîte qui, dans 10 ans, je vais vendre Et ça peut me rapporter 10 millions. Lui, se bat bec et ongle pour ça. Un jeune ça, Camerounais qui peut avoir la même chose, hein, lui, oui, comme le spectre mental pour survivre, c'est est-ce que j'ai l'argent la semaine prochaine, dans un c'est mois. ça. Très peu d'entre nous pensent à ce que je fais aujourd'hui, c'est pour dans 10 ans. C'est de l'ordre de la science-fiction. Donc, tu dois Oui, constamment te dire comment je ramène ça à son spectre de pensée qui est à son très court. spectre, oui, très court, oui. Et j'ai pas la solution sur tout, mais je sais que Oui, l'équation, je vais la trouver. oui, oui. On compte sur toi en tout cas parce qu'on a tous besoin de l'astuce miracle qui va marcher pour Mais les au moins, ce PME que je parce que sais déjà, c'est que bon, dans la période de loyauté que les gens accordent aujourd'hui, qui sont de 2 à 3 ans, quand toi, tu fais il y a ta 3 part, ans. donc tu Oui, les payes, oui, tu les oui, formes, il y oui. a quand même moyen, si tu gères bien, d'obtenir quand même une forme de transparence dessus et de toujours t'arranger à... Le plus dur, c'est la masse critique de départ. Si tu as une équipe de 20, il faut que tu arrives à avoir 10 personnes qui ne sont pas complètement nouveaux en permanence. Sachant qu'il y a toujours 10 qui sont en train de partir, 5 qui sont en train d'entrer. Mhm. Mais tu arrives à faire ce plan, et c'est difficile, hein, mais c'est la clé. Et automatise le plus possible ton cycle de formation sur de 2, 3 mois. Formation humaine et formation technique. OK. Quand tu dis automatiser, comment est-ce qu'on automatise le cycle de formation, par exemple? Dans votre cas, là, Kirogen, D'un qu'est-ce point que de vous vue faites? humain, par exemple, moi, ce que je fais à Kiro, c'est que quand tu arrives, pendant 3 mois, tu ne vois, chaque jour, tu vois au moins une vidéo qui parle de l'intelligence émotionnelle, en fait, tu vois des vidéos de développement personnel au moins une par jour. Hmm. OK. Au moins une par jour. Et ça, on a une sélection de vidéos qu'on a faites avec un cabinet qui s'appelle Lead Human Potential, qui est sur LinkedIn. Il peut vous faire la même et ou l'adapter à votre besoin. Et c'est déjà une façon d'automatiser. Si tu as des revenus, si tu as du budget, tu payes même un coach ou un psy, hein, parce qu'en Afrique, crois-moi, les gens en ont besoin. Parce que le nombre de choses sur lesquelles les gens, comme j'ai dit, les gens sont plus brisés qu'on ne croit. Ouais. Donc, mais après, il faudra que tu statues, tu ne vas pas donner ça à tout le monde. Il faut que les gens atteignent un palier par eux-mêmes, que tu vois ceux qui se décarcassent vraiment pour la boîte, pour investir sur eux, Mhm. ceux qui ont des Mhm. signes de loyauté, parce que comme j'ai dit, ceux qui ont des signes d'altruisme, parce qu'il y a des individualistes qui vont passer le filet, pas les égoïstes, mais les individualistes, et eux ne mettent pas trop l'argent sur eux, parce que dès que leur intérêt shift, ils partent. Ils ne vont même pas se retourner. OK. Merci beaucoup, Olivier. C'est vraiment, waouh. Moi, je trouve que c'est vraiment la masterclass qu'on a en avant-première, là. Du coup, je suis impatiente de partir voir les vraies masterclass pour bien comprendre Je les compte en nuances. organiser une peut-être fin septembre. J'ai jamais fait ça et honnêtement, j'aime pas trop. Souvent, les gens m'ont dit oui, mais tu as un dérap, mais je suis quelqu'un qui aime, j'aime écrire, mais j'aime pas seulement parler parce que justement, je trouve ça un peu mégalomane. Ouais, moi, me voici. Ouais. Voilà. Mais Oui, ceux qui oui, le c'est font, le ça. font. Mais Je respecte parce que je suis un peu plus ouvert de ce côté-là. J'aime beaucoup écrire. Mais je crois que je vais le faire parce que les gens en ont besoin. Et c'est je vais ça. faire des masterclass online dans lesquelles je vais exposer des trucs et répondre à des questions spécifiques comme ça que les gens rencontrent, sur lesquelles j'ai déjà trouvé les réponses. Oui. Justement, quand tu parles de tu n'aimes pas trop ça, est-ce qu'on peut entrer un peu dans le personnel? Comment tu réussis à gérer la vie familiale et professionnelle? Bon, alors la vie familiale, moi,
Bon, il y a eu deux phases, hein. Disons que j'estime que je suis un bâtisseur dans un pays avec beaucoup de vents contraires. Donc, même si sur TikTok, tout le monde a l'air de dire qu'il faut vivre une vie équilibrée, quand tu as 40 ans de système, de trucs anti-toi, tu ne peux pas y opposer de l'équilibre et espérer avoir... non. C'est-à-dire, tu dois être déséquilibré pour avoir un semblant Mhm. d'équilibre comme résultat. Si la vie Ah, t'envoie moins 2000 et que toi, tu te dis, ouais, je vais me contenter de produire 2, je vais produire 1000 parce que c'est ce que la norme humaine exige, bon courage pour avoir ton équilibre de zéro, en fait. mhm. Donc, je suis déséquilibré, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps au travail, je dors même souvent ici, ce qui fait que ma vie de famille n'est pas tip-top. Bon, c'est pas l'enfer non plus. Quand je suis à la maison, je ris avec mes enfants, on rigole, mais je sais que je suis un père un peu absent quand même. Donc, je rentre tard, je sors tôt, ils me voient le week-end. J'ai gagné le droit d'avoir un week-end aujourd'hui quand même. C'est-à-dire, quand on a fait Orion en 2015, on n'avait pas droit au week-end, on travaillait jusqu'à samedi, on dormait au studio jusqu'à samedi. Donc, j'ai gagné ce droit parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens comprennent que je peux faire du temps pour sortir un jeu. À l'époque, tout le monde avait peur qu'on soit des escrocs, donc il fallait prouver beaucoup plus vite. Donc là, je travaille pour avoir le droit de rentrer chez moi à 18 heures, ce qui implique que j'atteigne un certain niveau. Donc, c'est plus dans cet ordre-là que les choses. Il y a ce que, par contre, je dirais qu'aujourd'hui, l'objectif doit être d'avoir une vie familiale équilibrée, mais le moyen, c'est d'abord de passer par un déséquilibre nécessaire. Moi, j'appelle ça la cigale et la fourmi. Ok. Par contre, si tu cherches juste à avoir le succès professionnel sans Mhm. ce que j'ai failli faire aussi à un moment, en estimant que l'autre est bof, ils vont se débrouiller, Mhm. c'est Mhm. pas non plus une bonne idée. Mhm. C'est pas Ouais. non plus une bonne idée. Mais il faut trouver tes déséquilibres, savoir écouter les alarmes de ton conjoint qui te dit, bon, même dans ton déséquilibre, là, mon ami, ici, là, c'est urgent. Ouais. Et il faut aussi être avec des gens qui le comprennent, éduquer tes enfants, parce que Ouais. souvent le compagnon comprend moins, surtout si quand il est entré, ce n'était pas ça. Donc, là-bas, c'est souvent la négociation à vie. Et la négociation. Maintenant, les enfants, c'est qu'il faut les initier à ça. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants fassent une relation entre ce que tu fais et leur intérêt. Moi, je fais souvent réciter à mon fils et à ma fille, le papa m'envoie au travail, pourquoi? Pour gagner l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On s'occupe de sa famille. Donc, voilà, c'est des petits trucs, mais quand ils le comprennent et quand souvent tu les amènes et ils te voient y bosser, ça installe quelque chose. Mhm. Ok. Ok, merci. Moi, je trouve que dans mon cas, j'ai aussi accepté le déséquilibre, comme tu l'as si bien dit, parce que j'ai trouvé que je ne pouvais pas être équilibrée et m'en sortir, en fait. Il fallait se déséquilibrer par C'est beaucoup plus moment. difficile pour vous, les femmes, parce que, C'est effectivement, ça. si moi, les enfants pardonnent à un père absent, parce que, voilà, après tout, le père n'est pas souvent Oui, là. Pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup c'est plus. ça. Donc, vraiment, courage. C'est ça. Moi, je me déséquilibre, après, je me rééquilibre. Pas autant longtemps, pendant 5 ans. Non, non, c'est juste spontanément, en quelques moments. Et après, je me Mhm. rééquilibre, je repars en famille, et puis je repars et D'accord. je veux dire, je me Oui, sacrifie un peu c'est plus mon l'idée. système de santé, oui. Quand tu es Oui, là, c'est sois ça. là. Et quand tu es là, vraiment, quand moi je C'est sors du ça. boulot, je n'ai même plus le boulot à la maison. J'arrive, j'ai mes 30 minutes pour décompresser, pour fermer les dossiers. Après, je n'en parle plus qu'à demain dans ma tête. C'est ça. J'en vois, en tout cas pas aux enfants et autres. Donc, vraiment, le week-end, Oui. je joue à ma console, je regarde mes séries. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants retiennent de toi? Je dirais que le truc que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est qu'on a eu un père sympa déjà. Notre père était notre ami. Si je devais mourir, j'aimerais qu'ils se disent qu'on a eu un père qui était notre ami, qu'il il nous a poussé à être de très bons êtres humains, c'est-à-dire qu'il nous a demandé d'être de meilleurs êtres humains que lui. Je veux pas forcément qu'il soit plus riche, qu'il se mette pas cette pression de plus riche, plus genre mon père était dans les magazines, je dois aussi être là-bas. Mais je veux qu'il soit un meilleur être humain parce que mes parents voulaient que je sois un meilleur être humain que ce que je pense avoir, ce que je pense être aujourd'hui. Donc je suis plus sage, sous un angle, hein, parce qu'ils ont une meilleure sagesse que moi vu l'air. Mais je suis plus sage aujourd'hui sur mon époque que eux. Et ça, c'était leur mission, ils me disaient. Donc, je veux que mes enfants aient le même élément. C'est-à-dire, c'est vraiment ça pour moi le plus gros héritage que je veux qu'ils aient de leur père. C'est un homme qui s'est battu pour être intègre, pour le bien commun, et qui essayait toujours de trouver la réponse sage aux problèmes qu'il vivait. Il aurait pu prendre des décisions qu'il arrangeait lui seul sur plusieurs cas, mais il a toujours pensé qu'est-ce qui se passe pour le groupe dont il est responsable, entreprise comme famille. Ok. Ça, j'aimerais bien qu'il garde ça.
Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu te définirais comme le Mark Zuckerberg ou le Bill Gates d'Afrique? Non, c'est pas vraiment les modèles. Je chercherais plus à être Jack Ma. Je crois que je tends plus vers ce qu'un Jack Ma est pour la Chine que Zuckerberg. Ok. Et pourquoi? Ce que je n'ai pas en commun avec Zuckerberg, c'est le début, parce que Zuckerberg, c'est des grosses familles en fait qui multiplient un héritage. Ça n'enlève en rien le mérite du travail, hein, comprenons-nous bien. Mais c'est plus un establishment qui se nourrit de lui-même, hein. C'est-à-dire un des seuls qui, dans toute la Silicon Valley hype, là, qui vraiment est sorti du garage, c'est vraiment Steve Jobs, qui lui est issu d'une forme de vraie famille moyenne, qui, voilà, c'était pas des familles puissantes, arrière-petit-fils de quelqu'un. Et lui, il est vraiment sorti du garage. Quitte à ce qu'après, maintenant, il a fait son network. Ce que tout le monde doit faire. Ça, il ne faut pas vous mentir. De toute façon, pour arriver, tu devras t'entendre avec les puissants du moment. Ça, il faut aussi que les gens arrêtent de croire qu'on se fait vraiment seul. Personne ne se fait seul. Par contre, tu crées ton network, tu crées tes conditions pour que quand tu arrives sur une table, tu peux dire voilà ce que je vous apporte, mais voilà ce que je veux, qui correspond à mes valeurs. Donc, voilà. Jack Ma. Parce que Jack Ma, c'est quelqu'un qui a énormément de vents contraires qu'il a eu dans le gouvernement chinois qui interdisait Internet, au moins il lance une boîte Internet. C'est quelqu'un qui a énormément misé sur la culture de son entreprise, le fait de créer une équipe de gens soudés autour des idées. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à s'assurer que les prochains Jack Ma soient meilleurs que lui, qui vraiment, c'était pas au-delà du blabla, c'est qu'il a vraiment monté des trucs là-dessus. Donc oui, je me sens plus proche de lui, en fait, en tant qu'entrepreneur. Ok. Tu as dit que tu as créé Kiro Game étant dans ta chambre. Est-ce que ce jour-là, quand tu as rêvé, imaginé créer, te faire ton jeu vidéo, tu te voyais un jour jouer Kiro Game sur Xbox? Je l'espérais, mais je ne le voyais pas comme ça s'est déroulé. C'est-à-dire, honnêtement, quand tu te lances, tu te dis, ouais, un jour, mon bon, il y a l'immaturité du début. Mais une fois qu'on devient mature et que tu vois tout ce qui se met en place, j'avoue que j'avais pas imaginé ça arriver comme ça arrivait avec Xbox qui nous soutient même pour qu'on le fasse, qui nous disent qu'on a gagné leur respect parce que ils ont beaucoup apprécié notre professionnalisme qui pourrait être un signal fort. Parce que vous savez, pendant des années, les consoliers ne voulaient pas envoyer, parce que pour créer sur Xbox, tu dois avoir des kits de développement. C'est de la technologie cachée, hein. On ne donne pas ça à tout le Oui, monde. Et pendant des années, la peur qu'ils avaient d'envoyer ça en Afrique, c'est comme envoyer un kit en Afrique, le lendemain, ça va aller être multiplié à Dubaï, parce c'est qu'un gars ça. va aller vendre ça, tu vois un peu. Donc, est-ce que vos studios ont déjà atteint le niveau de conscience pro pour que voilà, vous gardiez ce genre de secret industriel? On va vous exposer à nos plans futurs, vous n'avez pas allé dire ça sur Twitter, tu vois un peu. Oui, Et aussi la grosse pression de... Parce que livrer un jeu, c'est pas que le coder, hein, il y a énormément de pression humaine derrière, de partenaires qui font souvent pas leur part, de trucs qui se passent pas très bien dans les backstage. Et le strive humain que ça demande de rester là et ne pas paniquer, de rester constructif, c'est quelque chose que tous les studios vivent, mais où, comme ils disaient, ils avaient peur qu'est-ce que les Africains en sont là. c'est ça. Tu vois, c'est vraiment j'aime bien prendre l'image de, c'est un peu comme quand tu lances un jeu vidéo, une entreprise, finalement, c'est comme quand tu es quelqu'un qui lançait un bateau à l'époque et tu dis que tu vas aller de l'autre côté de la mer, là-bas où personne n'est jamais allé. Même si tu as déjà fait le voyage 40 fois, chaque voyage est unique. Tu vois, Ouais, surtout à l'époque où il n'y avait pas les satellites, tout ça. ouais, Même si oui, tu es déjà revenu 4 fois à mon frère, la 5e fois, c'est unique, hein. Ça, voilà, c'est un nouvel équipage, c'est le gars qui a perdu ouais, son œil la dernière fois, ne veut plus perdre son œil, le tout oui, aussi. Donc, et quand vous avez une tempête et qu'il faut tenir les cordages pour que le oui, bateau ne s'envole pas, tu as l'ancienne équipe qui dit, la dernière fois, j'ai perdu un bras dans cette histoire, hum, vraiment, moi, je vais peut-être plus tirer trop fort. Tu as les nouveaux qui se disent, oui, mais pourquoi moi je tire, tu vois? Donc, c'est vraiment ça. Et quand tu es donc quelqu'un comme Xbox, tu sais que voilà l'endroit où les gens vont lâcher. C'est pas le bateau le problème, oui, c'est tenir là, dans la mer. J'aime beaucoup cette image. Parce que quand oui, tu es dans l'eau, tu n'as pas mangé, surtout que vous partez, tu as les réserves de 3 mois et le bateau fait 9 mois en mer. Donc, tu n'as pas bien mangé depuis 3 jours.
la pluie te frappe comme c'est pas permis. Tu as faim. Tu as l'eau salée qui entre dans tes blessures parce que tu es en train de tirer une corde pour que le voile ne part pas. Tu as un gars qui te hurle dessus, le capitaine qui passe là, il vous hurle dessus. Personne ne tient cette corde parce qu'il a un salaire. Personne. C'est-à-dire, même si on te paye comment, tu ne vas pas supporter une telle pression. Tout le monde tient quand il pense à quelque chose qui est au-dessus de lui-même. C'est là où les individualistes lâchent. Enfin, je ne suis pas venu souffrir ici. Mais c'est pour ça que je dis que le profil des altruistes est très important. Parce que la seule personne qui tient, c'est celui qui sait que, gars, de l'autre côté de la mer, j'ai mon terrain de 1 hectare que je vais gagner là-bas, qui fait que je vais amener ma famille que j'ai laissée de l'autre côté. C'est ce qui fait que même les gars qui font souvent la route dans les déserts, là, qui meurent, hélas, c'est souvent ça. Mais en entreprise et en entrepreneuriat, c'est la même chose. Et aucun cerveau humain ne tient quand il ne pense qu'à lui-même. Ça, je vous garantis. Pourquoi je vais souffrir comme ça? Personne. Seuls ceux qui vivent pour que les autres trouvent la force de tenir cette corde. Wow. Ok, tu nous parles un peu de l'envers du décor de Orion parce que ceux qui ne sont pas justement du domaine, nous on voit juste le responsable Mboa ou Orion qui font ce qu'on veut faire, mais qu'est-ce qui se passe derrière en simple terme pour qu'on puisse un peu comprendre? Alors, je vais vous donner des anecdotes de certains points clés du développement du jeu. Alors, Orion, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ouvre en 2013, j'ai travaillé sur des logiciels, donc je n'ai jamais fait un jeu pro moi-même. Donc, j'ai travaillé sur des logiciels de développement amateur, mais je les tweakais. Donc, je vais dire que je les tweakais assez pour savoir comment on va faire le jeu pro. Mais moi, je savais que j'avais un logiciel, du genre, il y a un logiciel, tu cliques, tu portes des trucs, tu fais ton jeu avec. Pendant qu'on est en train de chercher l'argent, d'ouvrir le studio, la logistique, il y a un gars, le responsable programmeur, à qui je dis, bon, voilà le programme qu'on va utiliser pour faire le jeu, ça s'appelle Xena. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ce qu'on appelle un framework. Et un framework, c'est juste une bibliothèque de fonctions qui t'aide, mais ce n'est pas un logiciel, en fait. Bon, moi, je lui ai dit, voilà, Xena, utilisons ça, étudie le truc et vois un peu, je reviens. Pendant que je suis en train de faire mes trucs, les conférences, les machins, le gars me dit souvent le truc, genre, Olivier, il faut qu'on parle. Je dis, attends, je suis occupé. On entre au studio, si je peux oublier ça, parce que c'était en octobre 2013. On entre au studio. Je suis ému. Je crois que c'était en novembre 2013. Le studio est là, tout est peint. Je vois le logo au mur. L'équipe s'assoit. Nous, on a travaillé tout le week-end pour tout installer. Je m'assois dans mon bureau, où je suis d'ailleurs aujourd'hui. Et je me dis, ça y est, je suis dans le premier studio de jeux vidéo au Cameroun. Mon Dieu, là, le gars rentre et dit, bon, on peut enfin parler. Et je finis ma nuit, mais je dis, non, attends, il faut qu'on forme les gars aux bases et tout et tout. Une semaine après, il me dit, Olivier, il faut vraiment qu'on parle. Donc là, finalement, j'entre dans mon bureau. Il me dit, OK, j'ai installé tous les logiciels pour faire le jeu XNL là. Donc, vas-y alors. Et là, je lance le truc et ça m'ouvre une fenêtre noire de programmation qui dit, bon, codez le jeu ici, mettez les images qui vont tourner ici, fin. Je lui ai dit, où est le moteur de jeu? Ce qu'on appelle un moteur de jeu, c'est le logiciel qui vous fait faire un jeu. Je lui ai dit, où est le moteur? Il me dit que, gars, c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis 3 mois. Voilà, XNA ici, là. Donc là, je lui ai dit, OK, j'arrive. Quand il m'a laissé, j'ai eu 15 minutes de crise de panique où je n'arrivais pas à respirer parce que j'avais pris l'argent des gens. Je me retrouvais en train d'avoir un studio avec 20 gars qui sont entrés et une bibliothèque noire qui me regarde. Et tout. J'ai eu 15 minutes de pure panique. C'était en novembre 2013. Et là, je suis sorti ici à la scène, quand il le vit, c'est moi qui ressens très charismatique. Bon, je viens de voir Xena, c'est une bibliothèque, mais ça va, je fais 2-3 trucs. On va créer notre moteur de jeu. Les gars me regardent et je dis oui, on va créer notre moteur. C'est comme si tu te dis tu vas écrire Word. En fait, tu vas écrire un livre, mais tu vas créer toi un Microsoft Word. Oui. Orion que vous voyez tourner là, le premier qui est sorti sur PC, ça a été fait sur un moteur maison. Et ça, quand les gens de l'industrie du jeu vidéo le voient, il y a une image phénoménale. C'est nous en train de bosser avec une torche parce qu'on a coupé le courant. Mais on avait tellement de boulot parce que si tu dois créer le jeu, plus le logiciel qui fait le jeu toi-même, plus former des gens qui n'ont jamais fait de jeu. Même moi, quand j'y repense, je ne sais pas comment on a fait. Parce que souvent, j'étais là, mais souvent, je me dis, mince. Avec tout ce que je sais du jeu vidéo aujourd'hui, même moi, si on me faisait me parler à moi du passé, je dirais, mais tu es fou, quoi. Tu vas faire ça comment? Donc voilà, c'est une petite anecdote des réalités qu'il y a eu derrière.
où on a sauté vraiment et on s'est retrouvé le parachute en l'air, où on a dû coudre le parachute nous-mêmes et on a livré le jeu. Et c'était phénoménal. Et pas n'importe quel jeu, un jeu qui tient, qui tourne, qui est en temps Oui, réel. Techniquement, c'était pas un petit jeu non plus. On a oui. fait sur notre moteur, donc ça nous a valu un gros respect de l'industrie et ça nous a donné aussi une expertise qui fait qu'aujourd'hui, on utilise des moteurs classiques, mais on sait comment tellement les tweaker pour faire ce qu'on veut, en fait. OK. Est-ce que Donc vous ça, c'est pensez à commercialiser ces moteurs, par exemple? c'est rempli de tellement d'erreurs. C'est un projet, mais j'attends un jour d'avoir une équipe qui va le faire. Parce que c'est le genre de truc où même quand je l'ouvre aujourd'hui, il y a tellement de piches dedans, genre, si tu cliques ici, ne touche surtout pas sur telle autre icône, tant que l'autre icône, s'il n'est pas devenu jaune, parce que voilà, les gars, vous connaissez ça, c'est vraiment l'outil qu'il n'y a que nous qui pouvons utiliser. Mais c'est OK. dommage, mais je sais qu'en fait, ce serait pas mal, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille, on pense à des trucs qu'on va plus distribuer. Mais voilà. Et toujours une autre anecdote de Orion, c'est on est à 3 semaines de la sortie en 2016. Donc le jeu est sorti, je crois, en février 2016. Donc on est à 3 semaines. Tout le monde est au bout de sa vie. Ça fait 3 ans, 2013, 2014, 2015, 2016, qu'on bosse non-stop sur un même projet. Et tout le monde est épuisé mentalement. On n'a jamais fait ça de notre vie. Personne n'avait une expérience avant qui lui avait appris à vivre les longs cycles de développement où vous faites la même chose et le niveau d'exigence qui ne s'arrête pas. Donc, c'est extrêmement élitiste. Donc, tout le monde est épuisé, tout le monde ne veut plus travailler. C'est des disputes au studio tout le temps. Moi-même, j'étais jeune et plus impulsif que maintenant. On cassait les chaises littéralement au mur tout le temps là. Et je me rappelle, on était sur les finitions et il y avait des gens qui faisaient plus leur boulot et ils étaient vraiment épuisés. Et moi, ça m'a fait chier parce que je me suis dit, on a tous sacrifié 3 ans. Pourquoi est-ce que vous vous ratez sur les 100 derniers mètres qui sont finalement la zone où les meilleurs se retrouvent? Et je me souviens être parti à 23 heures vu qu'on dormait au studio. J'étais allé m'asseoir dans un coin et j'étais en train d'écrire un post Facebook pour dire que j'abandonne, je ne peux pas finir ce jeu parce que j'étais en train de faire vraiment un long post pour dire que nous, les Noirs, on est maudits, on ne sait jamais se dépasser, on pense que en fait, on est fait pour boire, consommer, mais on ne sait pas produire. Parce que, comme j'ai dit, le mental pour produire, on ne connaît pas. C'est-à-dire, on est toujours en train de pleurer. Ce que Eto'o se plaignait, là, quand il dit, tu peux aller à une Coupe du Monde, et toi, tu viens avec un esprit de perdant, parce que si je m'en sors à peine avec le quart, c'est déjà pas... Non, on n'entre pas au terrain comme ça. Mieux tu vas et tu cherches la coupe, quitte à ce que tu perdes. Mais tu ne peux pas entrer déjà perdant. Et c'est un truc qui nous a minés sur la fin du développement. Voilà, c'est souvent un truc qu'on voit souvent quand les Lions indomptables jouent au foot. Nous, on appelle ça ici maintenant l'esprit Anguissa, c'est-à-dire le gars qui marche au terrain, on est mené, mais c'est le moment, et tu vois le gars qui marche, qui dit oui. Moi, souvent, je dis aux gars, ne me faites pas une Anguissa, je veux et tout. Même si on est à 4-0, on nous mène. À la 90e minute, il tente d'égaliser, ce qu'Aboubacar fait souvent. C'est Voilà, ça. j'ai écrit le post, et Dieu faisant les choses, c'est un jeune qui nous a écrit et qui a. C'est un jeune qui m'a écrit vraiment par hasard. Hein. Genre, il m'écrivait en DM pour me dire que sa vie est vraiment chaotique, mais qu'un des trucs qui l'aide, c'est le symbole qu'on représente. Parce que gars, des gars comme nous qui sont dans un. C'est le jour là que j'ai réalisé que, gars, c'est plus ton projet à toi seul. Ce n'est plus que, ouais, tu fais les jeux vidéo, gars. C'est que si tu n'aimes. Il y a des gars qui, comme on m'a dit un autre un jour, ils utilisent ton nom au quartier pour se galvaniser eux-mêmes. Moi, je pense à Jack Ma quand c'est chaud. Je pense à Eto'o quand c'est chaud. Je pense à Ngannou quand ça devient dur. Il y en a qui regardent ton dos maintenant, donc vivre seulement. Donc ça, c'est un peu les backstage, c'est-à-dire techniquement, c'était challengeant, mais c'est surtout humainement. Où à des moments, tu vis des trucs où tu te dis, mais pourquoi je m'impose même ça? Je peux aussi aller, avec le CV que j'ai, je peux aller bosser pour une multinationale bien néocoloniale, là, je vis ma vie. Hein. Individuellement, en fait, je peux très bien vivre ma vie, mais pourquoi je me fais chier à vouloir créer un truc de bien commun pour des gens qui peut-être ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Changer, ouais. Et le coût que tu payes, en fait, parce que le coût que tu payes, la famille paye aussi. Comme toi, tu es en train de te battre pour la bio, truc, souvent on va tu vois, souvent tu es là, tu vas te dire à des gens, tout, toi tu sais que ça nous aide, mais tu vas te retrouver avec des gens, des décideurs, hein, qui vont te dire, on t'a rien Oui, demandé, hein, pour rien. c'est ça. Tu vois, genre, oui, monsieur, je voudrais, oui, mais je t'ai rien demandé. C'est ça. Voilà. Je bois mon vin, ma femme peut mourir d'accouchement, mais gloire à Dieu, on verra ce qui se passe, je sais pas. Pour ceux même qui C'est croient en ça, Dieu, ouais. que gars, ça donne pas.
Donc, souvent, tu dis, mais pourquoi je me décarcasse pour ces gens? Mais après, gars, c'est ton peuple. Et il faut te Oui, rappeler qu'ils sont comme ça parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Et qu'à oui, peuple égal, tu mets les Français dans notre situation, ils seraient 10 fois plus agressifs, 10 fois plus exactement. égoïstes. Donc, gars, ne leur demande pas de faire des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils ont vu ça où? Et souvent, tu as une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux. Quelles sont justement les responsabilités qui viennent avec cette posture-là? Ça a un avantage et un défaut. L'avantage, c'est qu'effectivement, tu peux parler, être vu pour ton travail par des bonnes personnes, aussi par les mauvaises. L'autre revers. Tu n'es pas libre de dire totalement ce que tu penses sur tout, parce que effectivement, en tant que personnalité publique, tout ce que tu dis est toujours analysé, contré, ça peut créer. D'ailleurs, on m'appelait mon monsieur Tontine sur Twitter, parce que souvent j'étais trop franc Et le problème, c'est que comme aujourd'hui, on est dans une civilisation qui ne comprend plus la nuance. En tout cas, la culture Internet n'accepte plus la nuance. Tu dis des trucs nuancés, c'est ah, enfoiré, en fait, tu veux dire ça, et tu te retrouves en train d'avoir un bullying. Donc, c'est drôle parce que l'outil finalement de discussion en commun n'est pas le meilleur endroit pour discuter des choses du bien commun. Donc, soit tu viens et tu es très manichéen sur je ne parle que des choses bien ou des choses mal, mais des vraies discussions sur la nuance qui permet de changer les choses. C'est compliqué de l'avoir. Plus tu deviens public, plus c'est difficile de l'avoir. Ok, ok. Maintenant, après, c'est vrai que tu peux aussi avoir un profil à la Trump, où tu es en mode je m'en fous, vous m'aimez pas. Moi, c'est vrai que j'ai plus un positionnement un peu à la Obama, ce qui est un revers, parce que comme tu te positionnes un peu en modèle, les gens ne te tolèrent pas la moindre imperfection. Mais c'est quelque chose que j'essaie Ah, aussi d'établir, hein, sur le fait que je n'ai jamais. J'essaie de ne pas me présenter comme quelqu'un de bon, mais comme quelqu'un qui cherche à être sage. C'est pas la même chose. oui. Bon, Et après, donc, ça la y est. différence chez toi, c'est... Les gens bon meurent vite. Parce que quand tu es bon dans un environnement de tortionnaire, tu vas finir en martyr. Ce qui est aussi Ah, un chemin, c'est un choix, hein. Si c'est ton choix, ça va. mhm, Si tu es bon au Cameroun, par exemple, si tu n'es que bon, tu vas mal mourir. Non, il faut être mhm, sage. Sage, c'est plus de l'ordre de. Je vais prendre quel prophète dans la Bible. Bon, c'est Jésus, c'est Jean-Baptiste, dont on te met sur une croix, on te coupe la mhm, tête, qui sont des soldats que nous respectons totalement de la lumière. mhm. Maintenant, les gens malins, c'est plus un peu de l'ordre de. Tu vois, je sais pas, il y a un prophète là qui était un peu plus malin comme ça, là, Jacob, voilà. Donc, tu Ok. vois, Jacob, c'est celui qui réalise que, bon, je ne suis pas sorti aîné, surtout qu'ils avaient une histoire comme quoi ils sont sortis jumeaux, mais il est sorti en tenant le pied de son frère. Ah, Mais ok. voilà, pour les plans que God a pour moi, c'est moi qui dois prendre la suite parce que mon frère est un peu binaire, là, lui, c'est un chasseur, guerrier, tout ça. Et qui va maintenant et qui, voilà, il met des poils de chameau sur lui. Son père aveugle, son père lui donne la bénédiction à lui. Après, ça va faire des problèmes, mais ça permet au plan d'évoluer. Tu vas plus être ce gars. Et tu vas plus être le gars qui fait le choix, qui est le choix le plus intègre du moment, mais qui n'est pas forcément le choix qu'un ange ferait. Ok. Tu vois. J'aime une image Ok. qui est très. C'est pour ça que j'aime beaucoup le film Le Dark Knight, Batman. Je ne sais pas si tu l'as vu dans la Non, pas trilogie des. encore. Alors, dans les derniers Batman, c'est un point qu'on met beaucoup en avant. C'est-à-dire, Batman n'est pas bon, mais Mhm. il est sage. C'est-à-dire, il n'essaie pas d'être bon parce que, comme il dit, Gotham est tellement corrompu que si tu es bon, tu ne changes pas les choses. Et il y a une scène c'est le meilleur Batman d'ailleurs avec le Joker, là, Heath Ledger qui est mort d'ailleurs, mais c'est là où le Joker ramène la ville à un niveau de corruption. Et il y avait un procureur, Harvey Dent, qui était vraiment l'incarnation de moi, je ne cède pas, je vais toujours croire en la justice, et qui était justement l'incarnation de quelqu'un qui ne cédera jamais à la corruption de la ville, à la violence et tout, et qui va croire en la loi jusqu'au bout. Maintenant, à un moment, le Joker tue sa femme dans le film, et le gars Harvey Dent est même brûlé à moitié du visage. Et là, sur le coup, le Joker vient le voir et lui dit, bon, tu vois, tu es là, tu as tout perdu, tu crois tout que la justice est bien. Mieux, tu brûles tout, gars. Et en plus, Batman n'a pas pu sauver ta femme. Bref, il fait plein de trucs qui font que l'influence succombe et devient aussi une sorte de terroriste. Mais la ville ne le sait pas. Donc, Batman l'arrête et il meurt même, hélas. Mais quand le policier, donc il y a un commissaire qui vient et qui dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que si la ville apprend que son héros a aussi chuté? Et là, Batman fait un truc, c'est parce qu'il était sur son visage brûlé, il retourne le visage et il dit que non.
Gotham a besoin de croire que ce gars n'a pas cédé. Donc, dites que moi, je l'ai tué. Faites de moi le méchant de l'histoire. Envoyez les chiens. Je vais être le Dark Knight, en fait, le personnage. Mieux, tout le monde me déteste, moi. Mais ils ont un symbole qui survit. Quelque part, gérer en Afrique te ramène souvent beaucoup face à ce genre de choix. Donc, c'est un peu la différence entre les gens bons qui auraient dit non, les gens doivent savoir parce que ce qu'il a fait n'est pas bien et comprendre que, gars, là où on est là, le symbole était plus important que le vrai gars. Parce que si lui tombe, le symbole tombe, le Joker a gagné. Oui, Donc, mieux me maudit moi, mais voilà. C'est difficile parce qu'après, ça te demande à toi qui prends cette position, et c'est toi que j'aime beaucoup Jack Ma, de trouver ton équilibre. Parce que si tu fais pas gaffe, tu peux oui, devenir Kagame. C'est-à-dire Kagame, c'est le leader et tout, mais qui, dans le choix du mal nécessaire pour le plus grand bien, tu vas il te dire que tu peux peut-être faire un truc au Congo pour que les Rwandais soient heureux, jusqu'où tu le justifies. Tu vois. Et c'est une position pas facile pour les gens qui ont eu de l'éthique. Mais si tu ne la prends pas, tu laisses des gens de moins bonne moralité la prendre et qui, eux, ne vont pas se poser toutes ces questions. justement, justement. Ne vont pas se Tu- poser toutes ces questions. Tu vois, par exemple, ouais, toi, tu fais la biotechnique. Tu le sais, l'industrie de la médecine, enfin, de la pharmacie, c'est une des industries les plus violentes au monde. C'est-à-dire, chaque pharmacien individuellement veut soigner les gens. Mais on sait que, gars, l'industrie en elle-même, dans ce qu'elle représente, c'est un peu elle qui crée les maladies, qui te crée Covid. On sait qu'il y a une armoire de virus là pour que, bon, si on veut wipe out les Africains en 2 jours, ils le font. Donc maintenant, tu vas te rendre compte que quand toi, tu vas faire tes projets, derrière tous les soutiens que tu auras en public, de frontal, de oh, voilà, on te soutient, il y a quelqu'un qui va se dire, bon, ton projet de soigner, par exemple, je dis n'importe quoi, ce que tu as dit que tu veux soigner les femmes enceintes et autres pour détecter les trucs. ouais, Si moi, ça me fait perdre $1 milliard de chiffre d'affaires, ton projet, là, on va enterrer ça. Donc, ton challenge, ce sera de lui dire que, OK, les 1 milliard que tu vas perdre ici, tu les gagnes de ce côté par rapport à ce que j'ai fait. Un oui, peu comme oui, l'industrie de la voiture électrique a dû oui, démontrer, est en train de démontrer qu'elle peut gagner plus d'argent pour que les gars acceptent de lâcher le pétrole. Mais si tu entres dans la pièce des capitalistes là avec ton humanisme, ils n'en ont rien à foutre en fait. exactement, Donc voilà la exactement. différence. Il faut que tu arrives à vendre la lumière à des gens qui ne croient qu'en l'ombre, souvent. Ok. Ok, justement, tu parles de symboles et tu as beaucoup mentionné un symbole qu'on connaît trop, nous, femmes de science, Rebecca Enancho, et de l'impact qu'elle a pu avoir dans ta croissance et probablement dans celle de Kiro Games. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, elle nous a beaucoup aidés. C'est-à-dire, effectivement, elle a, par exemple, beaucoup aidé pour qu'on ouvre aux États-Unis. Elle prend aussi beaucoup de son temps pour me mentorer parce que souvent j'ai eu de gros dilemmes sur lesquels elle pouvait accepter de prendre 1 heure de sa vie pour venir me conseiller. Donc ça, c'est des choses vraiment valuables. Elle nous introduit aussi à son réseau et elle investit, peut-être pas de façon classique en achetant des actions, mais elle paye certaines factures pour nous, ce genre de choses-là. Donc voilà. Ok. Est-ce que dans la vision, dans la stratégie de Kiro Games, elle vous oriente aussi, elle vous dit peut-être quel levier actionner aussi? Oui, mais elle et moi, on est de deux écoles entrepreneuriales un peu différentes. Donc, comme elle dit, je suis son élève le plus têtu. Il y a des choses que moi aussi, j'ai été un ado professionnel là concernant. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles elle avait une meilleure compréhension de comment le monde fonctionne et ce que je ne peux pas changer, en tout cas pas en une génération ou sans avoir réussi d'abord. Parce qu'il y a des choses que j'ai voulu faire qui étaient du bon sens, oui, mais comme elle m'expliquait le monde, tu vois ce que je viens de te dire là. Tant que tu vas pitcher Kiro comme un truc qui change le monde, personne ne va investir dessus, tu auras des likes. Apprends à parler capitaliste, full d'abord, et après toi, tu utilises l'argent pour changer le monde si tu veux. C'est un truc dont j'ai longtemps résisté. Parce que je me disais, oui, mais si on a des gens qui viennent seulement pour l'argent, après, ils vont pas comprendre qu'on voudra changer le monde, machin, machin, voilà. Donc ça, c'est un truc sur lequel elle a dû souffrir, de me laisser échouer et comprendre. Et, mais d'un autre côté aussi, il y a des choses que je sais qu'elle ne sait pas et qui font que souvent, elle aussi, elle apprend de plus en plus à devoir m'écouter parce que je maîtrise beaucoup mieux ce qui peut marcher dans mon secteur que beaucoup de gens. Et le jeu vidéo a un petit côté, on a à la fois un business comme les autres, mais c'est aussi un business unique. Tu peux avoir vendu des choses dans ta vie, mais quand tu viens vendre un jeu, ça ne marche pas comme tu crois. Donc voilà.
Et selon toi, quelles ont été les clés de ton succès? Je dirais que la grande clé de Kiro, c'est qu'on sait exécuter. C'est-à-dire, on livre, on s'adapte vite, on pivote beaucoup. Donc, on pivote beaucoup. On a appris à travailler en arborescence. C'est-à-dire qu'on ne teste pas une seule théorie. Quand tu ne sais pas, il faut tester plusieurs théories vite et trouver le moyen de ne pas être déconcentré non plus. Donc, c'est une méthode de management qui n'est pas très connue. Bon, après, quand tu scales, tu es beaucoup plus linéaire, mais quand tu testes, il faut tester vite. Et en Afrique francophone, c'est souvent vu comme de la dispersion, alors qu'en fait, toi, tu es en train d'acquérir des data, de l'expérience qui font que le jour où tu scales, les gens ne peuvent pas juste débarquer et dire qu'on refait ce que tu as fait, en fait. Oui, oui, Mais ok. les Africains ne savent pas financer ça, par contre. Ça, c'est le gros défi aujourd'hui, c'est que cette façon d'opérer, très peu d'institutions et d'investisseurs, ceux qui ont le plus d'argent en tout cas, ne savent pas financer ça. Oui. Et Ça, c'est quelque chose que moi, je veux régler parce que moi, je sais que paradoxalement, dans l'époque où on vit aujourd'hui, c'est ceux qui ont ce modèle-là qui te créent des Amazon, des... C'est ça que je dis que je suis oh, très proche de Jack Ma parce qu'il a eu le même problème. C'est-à-dire, ouais. il y a un endroit dans lequel tu as à la fois le gars qui doit créer littéralement ton argent de rien en même temps que truc et convaincre des gens qui, quelque part, ne comprennent pas ta philosophie, mais tu dois la ramener à leur endroit pour qu'ils le comprennent. Et après, quand tu exécutes, tu seras en train de te battre avec eux qui sont en train de te dire, mais c'est pas ce que tu avais dit. Ah, attends, Ouais. D'où la vision qui vaut Ubuntu qui vient en jeu maintenant. Bon, Ubuntu, c'est plus la partie partage d'expérience, comme les masterclass, Ok. le livre que j'ai écrit pour Ok. tous ceux qui veulent faire comme nous. Oui, donc là-bas, c'est plus l'aspect et aussi le fait que plus tard, j'aimerais utiliser ça comme un vecteur pour investir. Parce que honnêtement, je Ouais. répète, l'Afrique, c'est l'endroit où tout le monde on doit vraiment avoir le plus d'entreprises. En fait, on devrait avoir des machines à investir parce qu'il faut qu'on ait des entreprises, même si elles meurent au bout de 2 ans. On est le continent qui a le plus besoin d'ouvrir des PME. Et c'est choquant parce qu'en fait, quand tu entends les bailleurs de fonds, c'est comme si en Afrique, on fait genre, oui, toutes les entreprises doivent être rentables. Alors, quand tu regardes en Occident, c'est pas le cas. C'est-à-dire que tu es en France, tu vois le nombre de PME qui ne sont pas rentables, mais qui ont des soutiens bancaires, qui ont truc, à qui on demande juste de voir de l'activité, en fait. Mais nous, aux Africains, il faut que tu montres que non. Toi, vraiment, si on met 1000 francs, ça va revenir 4000 pour qu'une banque, voilà. Et c'est terrible. Et justement, c'est parce que nos élites financières n'ont pas été conçues pour créer des écosystèmes, mais pour garder l'argent d'un truc d'exploitation un peu néocolonial au final. Donc, il faudrait que nous, les hommes d'affaires, si on réussit, on crée des cercles et des montages financiers qui vont booster les entrepreneurs avec des vraies banques d'investissement détenues par des hommes d'affaires. Parce que voilà, ça va Et, aussi être un challenge. ouais. Et qu'est-ce qui te fait le plus mal actuellement quand tu vois le Cameroun? Qu'est-ce qui te touche le plus? Le temps qu'on perd sur des faux problèmes, le temps qu'on perd, le temps que notre élite actuelle nous a perdu, euh, qui ne reviendra pas, les vies brisées par la mauvaise gestion. La mauvaise gestion en Afrique, on croit souvent que c'est des trucs très mystiques et très compliqués, mais en réalité, ça se résume à juste une chose. Ce que j'appelle l'esprit, c'est dommage pour lui, hein, vraiment, c'est mon symbole du truc, l'esprit Anguissa. Le Cameroun n'évolue pas pour la même raison que quand Anguissa marche au milieu du terrain avec des gars alors qu'on est mené. C'est-à-dire, dans tout projet qui ne se livre pas au Cameroun, les routes, tout ce que tu veux, c'est même pas tant que ça le détournement. D'ailleurs, même le détournement, tout ça trouve la même racine, la paresse. La paresse parce que tu as des gens qu'on a mis à des postes qui n'ont pas envie, juste le travail de se lever de son bureau, descendre 4 étages plus bas, suivre un dossier, suivre un projet. Je vais dire souvent, tu crois que c'est des raisons mystiques, mais je te jure que ce n'est que ça qui nous bloque. C'est-à-dire, j'ai un travail et je dois me sentir self-leader du boulot. C'est-à-dire que si j'envoie un dossier à quelqu'un, je me renseigne si ça arrivé, je me renseigne si ça arrivé jusqu'au bout. Je suis responsable de la chaîne de valeur dont je fais partie. Si on n'a pas, pour moi, le plus gros crime de notre mentalité au Cameroun, c'est même pas les détournements, c'est ça. On l'a perdu en tant que peuple, plus de peuples que d'autres. On a nos frères bamileke qui ont, par exemple, encore ça, encore heureux, chez qui cette conscience du tu fais un travail, il y a, truc, ça se retrouve beaucoup avec le côté,
la, ce que j'aime par exemple beaucoup chez les Bamileke, c'est qu'ils ont par exemple beaucoup travaillé c'est pas la reconnaissance, mais la réputation. OK. C'est-à-dire que la culture de la réputation technique chez eux fait qu'il y a encore cet effet-là. Mais quand ça se Mhm. mixe avec les autres tribus, parce qu'il faut qu'on le dise, on a des tribus qui ont des forces et des faiblesses, mais d'un point de vue technique, beaucoup de tribus, or, quand tu sors de chez les Bamileke, tu le trouves très difficilement. Très difficilement. Mhm. C'est un constat que j'ai encore dans ma boîte, qui m'a hit d'ailleurs il y a quelques jours. C'est les gens qui se fatiguent le plus et le moins sont. Quand tu regardes les Américains de Kiro Games travailler, tu as un truc, tu as ceux qui ne le sont pas, tu as autre chose. Il y a des forces et des faiblesses hein, aussi, comprenons-nous bien, Ouais, mais ouais, ouais, c'est quelque ouais. chose moi, me fait le plus mal parce que je sais que toutes les tribus l'ont, mais qu'à cause de l'environnement et de la corruption mentale, beaucoup de groupes ethniques, de groupes familiaux l'ont perdu. C'est le truc qui me fait le plus mal aujourd'hui, contre lequel je me bats le plus, à l'intérieur comme à l'extérieur de Kiro à longueur de journée. Quel que soit ce que tu veux au Cameroun, il faut que tu fasses 4 fois plus d'efforts pour que quelqu'un qui doit faire son travail le fasse. Tu le lui rappelles, OK. et ça, c'est pénible. OK. Donc, tu parles de paresse, la paresse qui nous détruit, et tu dis qu'il faut être un self-leader. Pour ceux qui nous écoutent actuellement, un jeune qui nous écoute, quelles sont les trois qualités ou quelle est la mentalité à avoir et quelles sont les trois qualités à développer pour réussir en Afrique comme toi? Je dirais l'adaptation en premier. Adaptez-vous vite. L'Afrique, c'est. J'aime bien donner l'image que si en Occident, les affaires, c'est de la Formule 1, dans lequel il faut être concentré, aller vite et autres, l'Afrique, c'est plus Paris-Dakar, tu vois. C'est-à-dire, c'est ta Mhm. capacité à lire la carte et en même temps que Ouais. conduire, Ah, c'est, ouais. oui, pivoter Ouais. vite, diversifier aussi très vite, parce que à l'époque, les gens me disaient, oui, mais ne faites qu'un jeu. Je dis que, gars, si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait là, je n'aurais pas autant de capacité à rebondir. Donc, Mhm. diversifie très vite, vois vite très vite dans ton business qu'est-ce qui Mhm. peut être exploitable pour que les choses avancent si tel autre truc est bloqué. Mais fais-le intelligemment, on recycle aussi beaucoup. Maintenant, de la résilience. La résilience, c'est un mot qui est souvent mal compris. La résilience, c'est sois patient envers ce que tu ne contrôles pas. Fais vite le tri entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Sois patient sur les choses que tu ne contrôles pas pour le timing, parce qu'à un moment, tu auras plus de contrôle dessus. Serre les dents sur les choses que tu vas devoir supporter non-stop, mais sois farouche sur tout ce que tu contrôles. Souvent, on croit que la résilience, c'est que, bon, attends que ça se passe et tu vois, non. La résilience, c'est de l'attente active. C'est comme quelqu'un qui a une flèche et la cible bouge et tu attends que ce soit le bon endroit. C'est pas que oh, tu regardes et tu te dis, j'attends que la cible vienne tomber dans mes bras. Non, non, c'est plus de, OK, je ne peux pas contrôler le fait que les gens s'y bougent et m'empêchent d'atteindre mon objectif, mais je reste concentré que le moment où ça bouge, je lâche. Ça te fait mal au bras, ça te fait mal à un truc, mais tu es là comme ça. Voilà. Donc, c'est ça l'image de la résilience qu'il faut avoir en Afrique quand tu te lances. Ensuite, sois gentil avec toi-même, très important. Mhm. Et il faut que tu t'accordes du temps humain pour toi, tu te recharges et Mhm. sois gentil avec toi. Parce que les phrases négatives que tu vas te dire à toi-même face à l'échec, face aux épreuves, risquent d'être ton plus grand ennemi. Donc, il faut que tu sois ton premier coach. Il faut que tu sois ton premier. Bon, Super. c'est Assia. Merci, Il faut que tu Olivier. te dises pourquoi Assia. Ouais. Tu vois bien ce qu'on t'a fait là-bas. Ouais, ouais, Ça va aller. oui, ça va aller. Moi, c'est pas bien ce que j'ai fait. Assia. Moi, je te comprends. Même si les autres comprennent, je te comprends. Sois ton premier coach. OK, OK. Sois ton premier coach. Super, j'adore la phrase. Sois ton premier coach. Sois ton premier coach, ton premier meilleur ami. Parce que dans cette histoire-là, si tu laisses la version de toi qui crie sur toi te parler, tu es mort. OK. Faut que tu es quelqu'un qui soit très tendre avec toi dans ta tête. Genre, Mm. c'est dur. Couche-toi, mon frère. Ça va Bois aller. d'abord ton jus. Laisse ça passer. Vraiment, ce que les gens t'ont fait n'est pas bien. OK, OK. Qu'est-ce qu'on aurait dû aborder qu'on n'a pas abordé? Comme je crois que j'ai exposé effectivement le projet Le Responsable, où tous ceux qui veulent investir, vous pouvez, euh, si vous allez sur mon Twitter, d'ailleurs, je crois que j'ai littéralement épinglé
les moyens pour nous contacter. Vous pouvez nous écrire aussi. Si vous voulez devenir actionnaire de ce jeu qui, on le sait, va imprimer son argent en Afrique et va changer l'Afrique en même temps. Si maintenant, comme j'ai dit, si vous êtes quelqu'un qui gère des équipes, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou manager dans une entreprise, je prépare des masterclass. Si ça vous intéresse, écrivez-nous aussi. Moi, je te dis aussi merci pour l'interview. C'est toujours du bien d'échanger comme ça. Je dirais aussi à des gens qui ont des projets que mettez-vous à la hauteur de ce que vous voulez. Si vous êtes en train de démarrer, cherchez toujours à vous mettre à la hauteur de ce que vous voulez, au stade où effectivement il y aurait peut-être que l'argent qui vous manque. Parce que souvent, le truc, c'est de vous dire, OK, si on me donne l'argent aujourd'hui, est-ce que je sais même par où on commence pour livrer la qualité, le standard que mon industrie exige? Je dirais aussi une dernière chose, c'est notre génération a un très gros travail. On est en train de devenir les plus vieux de l'Afrique. On est né en 80, on a déjà 40 ans. Tôt ou tard, on sera ceux qui auront 50, 60, 70. Et en Afrique, c'est souvent là que vous prenez enfin les postes clés, on va dire, des pays, des ONG, des ONG, tout ça. Moi, j'aime à dire que les générations d'avant portaient leur croix sur différents points. Beaucoup ont échoué aussi. Il y a une génération qui s'est battue pour les indépendances qui a réussi. Celle qui devait créer la prospérité post-indépendance n'a pas réussi pour différentes raisons, certaines qu'elle contrôlait, d'autres qu'elle ne contrôlait pas. Donc, ceux qui ont hérité de nos pays, pour la plupart, certains ont mieux réussi que d'autres, mais pour la plupart ont échoué grandement à nous préparer un terrain digne. Ils ont sauvé, pour certains pays, ils ont sauvé le minimum. Maintenant, on peut parler là sur Internet. On a un peu de liberté quand même, mais ça diminue chaque jour. Nous, on a le devoir de créer de la prospérité économique et de l'opportunité pour nos enfants et les jeunes qui arrivent. C'est-à-dire, comme j'ai dit, nous, on a la génération de quand tu parles bien, on te donne les likes. Vraiment, genre, quand tu dis investis ça, alors, ça devient les attends, est-ce que tu as déjà. Il faudra que tu aies réussi avant qu'on investisse, mais, ou que tu sois le cousin de quelqu'un que je connais, ce genre de choses. Mais nous, on a vraiment le devoir de. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'aime bien dire, il faut qu'on réussisse ce que les Juifs ont fait. C'est-à-dire, en tant que noir, c'est notre mission aujourd'hui. Il faut que, avant qu'on meure, être noir, ça doit être comme être juif. C'est-à-dire, les Juifs, quand ils sortent de l'Allemagne, là, des camps de concentration, ils comprennent une chose. Tu peux être blanc de peau, avoir l'argent, tant que ton groupe ne représente pas une force de dissuasion sur quelque chose. À tout moment, ça peut snapper d'un pays, on te tue comme un lapin. C'est-à-dire, si les gars l'ont fait à leur frère qui sont blancs de peau comme eux, et ils ont tué comme des lapins, ça ne demande pas beaucoup. Donc, pour vous qui êtes noirs en Europe, un matin, les gars décident que, gars, vous entrez tous en camp de concentration pour X ou Y raison. Hein. Ça ne prend pas, on croit qu'on se dit que nous, on a évolué, mais pas tant que ça. Voilà la Russie qui a annexé l'Ukraine, voilà Gaza qui est en train de se passer. Quand ça snap dans la tête de quelqu'un que pour sa survie, tu dois mourir, ils écrivent ça, voilà l'Irak qui a été attaqué, donc la Libye qui a été démolie. Donc quand ça snap, gars, c'est pas. Donc, quand par exemple, un jour, les Français qu'on aime bien, qui sont très humanistes, vont se lever un matin, et qu'on va leur dire qu'il n'y a plus de chocolat dans leur frigo parce que les Ivoiriens et les Africains ne vendent plus le cacao facilement, qu'ils n'ont plus de carburant parce qu'on a bloqué notre carburant ici, que déjà là, rien que ce que le Mali et le Burkina ont fait, si tu as vu comment ça vous stresse déjà là-bas, on vous stresse déjà parce que. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas, on ne s'est pas assuré justement parce que le Burkina et le Mali ont fait un peu installer une forme de, si vous nous, il faudrait qu'on soit à un stade de gars, vous touchez à un noir en tant qu'un noir a été tué en France, on bloque les matières premières pour une semaine. Tu vois, ça, je le dis en assumant, sachant que l'idée pour nous, c'est pas de les torturer, mais c'est que si tu ne fais pas ça, à tout moment, ton peuple meurt comme des lapins. Comme je t'ai dit, il y a des armoires entières de virus pour finir avec nous quelque part. Ça, je n'en doute même pas. Et si aujourd'hui, il y a un gars qui est prêt, là, il dit, donnez-moi le budget, gars, je finis avec les Africains en 2 jours, complètement. Il n'y a plus un noir sur terre, j'aurai ce qu'il faut pour ça. Donc, moi, je pense que toutes les races l'ont compris. Il n'y a que la nôtre qui croit encore que le but, c'est de s'en sortir tout seul. Mais où que tu sois, si ton groupe n'est pas fort, tu restes une cible. Tu peux être Kylian Mbappé, mais le jour où, gars,
ce truc-là apparaît, tu entres en camp de concentration comme nous tous, où tu vois un peu, tu peux être Manu Dibango, une sommité, mais quand Covid arrive, s'il faut choisir entre s'occuper d'un vieux Français qui, voilà, est même peut-être mendiant chez lui, et toi qui as une sommité, mais tu n'es pas dans ton pays et on s'en fout, gars, on choisira ce vieux et toi tu meurs. C'est littéralement ce qui s'est passé selon moi. Exactement. Ça a l'air de rien, Exactement. mais c'est le truc clé que je veux que notre génération comprenne, parce que c'est notre mission. Si on échoue, nos enfants auront encore la route plus compliquée. Et moi, en tout cas, je donne tout ce que j'ai pour ça. Donc, voilà Merci, mon... merci. Merci, Olivier, pour cette brillante interview et pour tout ton temps. J'ai été très honorée de te recevoir et j'espère que je vais venir à la masterclass déjà et puis apprendre davantage de toi et ton expérience. Merci encore infiniment. D'accord. OK, merci.